Bon, ben à tout le monde, très bonne année. Bonne année. Beaucoup de bonne santé, d'entreprises qui se portent bien aussi. Et puis, venez nous voir souvent ici à DBF. C'est toujours avec plaisir. Aujourd'hui, on vous offre le champagne, on vous offre aussi quelques flyers que notre invité ce soir a amené. Il en parlera un petit peu plus tard, mais il y a un prix Cisco sur lequel vous pourriez peut-être vous renseigner. Rapidement, les petites annonces de service. Notre prochain événement sera le 4 février prochain. Nous avons Alain Osman, qui est le président de hedge fund qui s'appelle Lion Capital, qui vient nous parler. Entre-temps, pardon, Osman Bani, c'est exact, qui vient nous parler. Mais pour l'instant, notre invité ce soir, je crois qu'on ne va pas nous accuser de recycler trop souvent nos invités, parce que la dernière fois qu'il est venu ici, j'ai regardé ça rapidement, c'était le 13 septembre 1999. Donc, une décade s'est passée, presque, donc, et beaucoup de nouvelles aventures se sont écrites. Donc, on s'est dit que ce serait le moment de le ramener, surtout un jour où il est depuis assez peu, en fait, avec une société bien connue qui est Cisco. Oui, une PME qu'on connaît tous. Et où il est en charge d'en fait, créer des startups dans Cisco. Donc je ne vais pas décorer trop le sujet, mais je vais juste passer la parole à Didier Moretti, qui, depuis l'époque où il nous avait rendu visite, où il était à Anuncio, est passé à travers plusieurs sociétés, des startups et d'autres. Et maintenant, aujourd'hui, dans beaucoup. Donc, Didier, commençons par le commencement. Tu es né à Beyrouth. Beyrouth. Et tu as donc étudié pendant un moment à Beyrouth. Oui, dans un lycée. Oui. Et c'est à quelle époque tu t'es retrouvé en France? Tu as fait X? Oui, j'ai fini ma terminale en France. J'ai fait prépa, j'ai fait X. Et après ça, je suis venu ici, j'étais au MIT. Ça va trop vite là. Hein? À Lyon, au lycée du Parrain. La transition entre Paris et ici, c'est passé comment d'abord? Tu m'as dit que tu as qu'un. Alors, beaucoup de nos invités ont travaillé à la fois en France et ici aux États-Unis. Ouais. Et quand je parlais plus tôt avec Didier, il m'a dit non, je n'ai pas vraiment travaillé en France. Je lui ai dit, tu es sûr? Ouais. Et alors, je crois qu'il a eu une petite expérience en France. Oui, j'ai fait juste un stage de 2 mois à l'EDF. Pas pour les entreprises innovantes, oui. À l'époque surtout. Et donc nous étions deux, on avait un stage de 2 mois, de donner un projet à faire. Et on a complété le projet en 2 semaines et ça ne leur a pas plu du tout. On leur a demandé du travail, un nouveau projet, mais non, on n'avait pas fait ce travail de quelqu'un d'autre. Donc on n'a rien fait pendant 1 mois et demi après. Voilà la somme de mon expérience professionnelle en France. Oui, François Bernier. Ah, le voilà. C'est vrai, ces choses-là. C'était autrefois, ça. Oui. Il y a bien longtemps. Depuis la privatisation est arrivée, on est un peu de côté. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que la personne qui s'occupe du compte EDF à Cisco m'a contacté juste avant les fêtes. Parce que si on est VP à Cisco, il faut être sponsor d'au moins 1 ou 2 comptes. Donc il m'a contacté pour voir si je voulais être sponsor de EDF. Et je l'ai en compte à la fin de ce mois-ci. Très bien. Donc un bref passage en France dans le domaine des affaires et puis ensuite venir ici pour une société qui s'appelait, peut-être s'appelle toujours d'ailleurs, UP Networks. Oui. Oui, donc j'étais au MIT, je voulais faire une start-up. Rentrer dans une start-up à l'époque du réseau de networking, comme le Global Area Network. Et la plupart d'entre elles étaient ici. Et donc je suis venu ici. À l'époque, je pensais passer 2-3 ans. Et voilà. J'y suis toujours. Et ma première société, j'ai eu beaucoup de bol. J'ai joint. Elle a
passé public 3 mois plus tard. Et les options étaient accélérées. Oui, donc je me souviens très bien, ce jour-là, il y avait une fête dehors, pas mal de boissons, pas mal de gens, il y avait un petit étang, pas mal de personnes ont fini dans l'étang. Mais je me souviens bien, il y avait un type qui avait pas mal d'expérience dans la Silicon Valley, qui vient et qui me dit, mais je connais quelqu'un qui va écrire à ses parents que les Américains croient au Père Noël ce soir. Je venais juste d'arriver et boum, j'ai eu pas mal de voix. Tu as passé du temps donc, au MIT, côté école d'ingénieur, J'ai fait les deux. mais également côté MBA, c'est ça? Avec le business. Tu as des réflexions sur le contraste, les différences entre une école d'ingénieur telle que tu en as connue une en France et une école d'ingénieur telle que tu en as connue une à Boston? MIT, je ne recommande pas. Oui. Bon. Oui, MIT, très intéressant, c'est très pointu, mais est-ce qu'il y en a qui ont été au MIT ici? Point de vue social, c'est pas vraiment ça. C'est assez spécial, assez particulier. J'avais été, en fait, une des raisons pour laquelle je suis venu ici, c'était pendant que j'étais au MIT, j'avais des amis à Stanford, et je suis venu passer une semaine en visite, et j'ai vu Stanford, pour moi c'était le Club Med. C'était Club Med, il n'y a absolument rien à comparer. C'est pour ça que je suis venu ici. Alors, il y a une chose que je ne connais pas, est-ce que le MIT, dans les entreprises américaines, ou les entreprises de la Silicon Valley en particulier, donne un certain cachet? Est-ce qu'il y a un réel network d'alumni, ou est-ce que c'est assez différent? Oui, un certain, mais ça n'a rien à voir avec le cachet en Europe. Des grandes écoles en Europe. Un peu au départ, un peu. D'accord. Donc, UB Networks, c'est une victoire rapide? Oui, enfin j'ai eu de la chance, oui. Et j'y suis resté longtemps, je suis passé 10 ans et demi. J'ai commencé comme ingénieur, petit à petit j'ai dirigé tout le développement du software de la boîte et puis j'ai fini par être general manager d'une division de la société. J'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai passé 10 ans et demi, on a vu un peu de toutes les couleurs, on est passé public, on a marché très fort, on a marché très mal, on a marché comme ci, comme ça, on s'était acheté par une boîte à l'époque qui s'appelait Tandem Computer, qui s'était acheté après par Tech, qui s'était acheté par Compa, qui s'était acheté par HP. Ouais, donc j'ai vu un peu de tout pendant cette période-là. 10 ans et demi. D'accord. La prochaine boîte, c'était Cambio. Oui, après, c'était ma plus grosse bêtise. Comment s'est fait la transition? Quelle a été la motivation? J'avais fait 3 années comme general manager à UB. J'avais créé une nouvelle division, en fait. J'avais monté ça très bien. C'était l'affaire la plus profitable de la société. Il y avait eu un nouveau PDG. J'avais eu l'expérience de faire ça, de faire un turnaround. Et donc j'ai cherché après ça à diriger ma propre société. Et quand j'étais à UB, j'avais aidé quelques venture capitalists à évaluer des sociétés. Et donc de ci, de là, j'ai eu vent de quelques opportunités. Et j'ai fait une bêtise parce que j'ai choisi une société où j'ai pas fait ma propre, comment dit-on, due diligence, ma propre évaluation. Je me suis fié à l'évaluation des investisseurs. Je connaissais les investisseurs très bien, enfin au moins l'investisseur principal. Mais c'était une affaire beaucoup plus compliquée qu'il ne s'agissait. C'était une affaire qui avait été achetée en fait par les VCs. Elle était en faillite. Et il avait acheté et la société n'avait pas de cash. Première bêtise de PDG de première fois, c'est de rentrer dans une boîte qui avait quelques problèmes et de ne pas avoir de cash. Je ne recommande pas. Et donc j'ai levé du cash et la société était dans le secteur de gestion de réseau. C'est un secteur très intéressant.